Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver en ce 31 décembre, dernier jour de l'année 2022. Et chose promise, chose due, je vais vous faire une vidéo sur Binance. Ils veulent la peau de Binance, tel est le titre de cette vidéo. Alors, avant de démarrer, dans le vif du sujet, comme vous le voyez ici, là, j'ai reçu à Noël comme petit cadeau ce micro qui donc normalement devrait ne plus laisser passer les bruits qui sont assez insupportables du vent, je dois bien le dire. Donc je m'excuse des dernières vidéos que j'avais fait d'ailleurs lors d'un déplacement dans un hôtel. Autant les paysages étaient magnifiques, autant le bruit du vent est quand même pas très agréable, ça je vous l'accorde. Donc j'ai eu des remarques à ce sujet et évidemment je savais que j'allais recevoir ça à Noël, mais il fallait que j'attende évidemment l'ouverture des cadeaux. Donc voilà, désormais je pourrai utiliser ce micro. D'ailleurs, j'espère que vous me direz si le son est meilleur et si vous voyez la différence. Ensuite, bien sûr, comme toujours, avant de démarrer, n'oubliez pas que vous avez tous les liens vers mon Twitter. Vous allez trouver ça en dessous, en description de la vidéo. Vous avez le lien vers mon site cryptoparadise.consulting, vers la chaîne Odyssée, où je vous suggère de vous abonner directement sur ma chaîne sur Odyssée. Et, voilà, et donc bien sûr, vous cliquez sur les boutons habituels, c'est-à-dire le pouce ou l'abonnement, pour recevoir mes notifications. Alors, allons-y, Binance, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Donc aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo de l'année. Et, et puis, je crois que c'est une façon aussi parfaite de conclure cette année, parce que cette affaire Binance, liée finalement à FTX, et à Kevin O'Leary, dont nous allons parler, je crois, et illustre parfaitement ce que nous vivons, et illustre et conclut parfaitement cette année 2022, à savoir que nous vivons dans un monde où la corruption dépasse l'imagination, même la plus incroyable des imaginations. La réalité dépasse la fiction, comme bien souvent. Donc, que je fasse un petit rappel assez rapide. On a appris il n'y a pas longtemps, vous savez, FTX, Sam Bankman a été arrêté. Finalement, il s'est fait arrêter, vous savez, juste à la veille du moment où il était censé aller témoigner devant le Congrès. Ce qui était quand même extraordinaire. Ce gars a été laissé en liberté pendant au moins une 10 ou une quinzaine de jours. À partir du moment où on a su que FTX était en cessation de paiement, qu'ils avaient volé l'argent des clients, bref. Mais il était en liberté et il participait d'ailleurs à des émissions assez variées ici et là. Et en fait, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était quand même pour nous sortir un sacré paquet, si vous voulez, de révélations qui n'ont pas manqué d'intérêt d'ailleurs, et qui en fait le plongeaient lui-même bien souvent dans la panade. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à retenir sa langue. Alors de manière très surprenante, là où il avait donc décidé de venir devant le Congrès américain pour témoigner, eh bien la veille, il a été alors là officiellement arrêté, ce qui peut quand même, ou ce qui ouvre encore des soupçons de corruption, parce que pourquoi l'arrête-t-on au moment où là, il allait faire des révélations, je dirais, en mettant sa main sur la Bible et en jurant de dire toute la vérité. Là, on ne l'a pas laissé faire ça. Bon, par la suite, vous l'avez certainement suivi, il a été libéré après avoir passé une dizaine de jours en prison maximum, et libéré sous caution dont le montant a donc été indiqué à 250 millions de dollars. Ouais, vous entendez bien, 250 millions de dollars pour une caution. Mais finalement, on apprend qu'il ne l'a jamais payé et que la caution, en fait, ce sont ses parents, tous les deux professeurs. Donc, vous voyez, je sais que les profs gagnent mieux leur vie aux États-Unis qu'en France, mais de là à pouvoir se constituer un patrimoine de 250 millions de dollars, il y a quand même un pas. Et bien sûr, les deux parents, donc, en fait, ont mis comme garantie une maison qu'ils ont à Palo Alto, et en Californie. Et cette maison, finalement, d'après toutes les estimations, elle vaudrait entre 3 et 4 millions de dollars. Donc vraiment, c'est la grande énigme autour de cette histoire de 250 millions de dollars. Finalement, sans avoir sorti un dollar, il est sorti de prison, ça c'est sûr. Il a pris un vol en business class, puisqu'il a été photographié et vu en business, dans le salon VIP Lounge, etc. Donc bref, la vie de Sam Bankman finalement a repris comme avant, et il a pu voler rapidement, retourner donc en Californie, dans la fameuse maison où il a pu passer Noël tranquillement. Donc déjà, vous dites, bon, c'est quand même assez surprenant cette histoire. Alors là où ça devient plus rigolo, c'est qu'on a en parallèle quelqu'un qui est Kevin O'Leary. Je ne sais pas pour ceux qui suivent si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui
est connu parmi les traders, et notamment à Wall Street. Ça fait de longues années qu'il investit et que c'est un investisseur reconnu et suivi. Son surnom, c'est Mr. Wonderful, donc vous voyez, un surnom bien choisi. Et Mr. Wonderful, en fait, ce qu'on a appris, c'est que depuis quasiment 2 ans ou 1 an et demi, était payé 15 millions de dollars par an et ne cessait de passer sur les plateaux de CNBC et autres chaînes dédiées à la finance pour expliquer que l'endroit le plus safe pour investir dans les cryptos, c'était FTX. C'est ce qu'il n'a cessé de dire pendant les 2 dernières années. Et là, évidemment, il se retrouve, je dirais, avec beaucoup de questionnements sur la qualité de sa parole, suite évidemment à la faillite de FTX, vous l'aurez compris. Donc il vient là à nouveau nous expliquer cette fois-ci qu'en fait celui qu'il faut aller chercher, c'est pas Sam Bankman qui en gros n'est pas vraiment fautif. Le vrai fautif, c'est CZ de Binance. Alors, on se dit mais c'est quoi ce délire? Alors il est passé voir le Congrès, je crois qu'il a été auditionné par des membres du Congrès, par des membres de la SEC, la Security Exchange Commission, et là, il n'a cessé d'appeler pour plus de régulation, plus de régulation. Il faut absolument que le régulateur entre en scène. C'est scandaleux de laisser le Far West dans les cryptos. Quelqu'un qui venait vous prôner de mettre tout votre argent dans FTX, qui maintenant vous explique qu'il faut plus de régulation, c'est quand même magique. Et surtout, il vient vous expliquer que tout ça est lié à CZ. Alors, petit rappel de ce qui s'est passé. Effectivement, une dizaine de jours avant la faillite de FTX, CZ avait tweeté qu'il allait revendre ses tokens FTT. Les tokens FTT étant, comme vous le savez, les tokens de FTX, émis par FTX. Alors, première question, comment CZ se retrouvait avec autant de FTT et pourquoi est-ce qu'il fait un tweet pareil qui effectivement, on ne va pas le nier, qui effectivement a été le déclencheur d'une espèce de panique sur le token FTT et qui a été le déclencheur de la faillite à suivre de FTX. Alors ce qu'il faut savoir, d'abord, première chose, c'est que ce qui s'est passé, et ce que vient nous expliquer Kevin O'Leary aujourd'hui, dans des différentes interviews qu'il donne depuis quelques semaines, quelques jours, c'est que c'est la faute de CZ parce qu'on a découvert qu'il y a 1 an et demi, Sam Bankman a fait un virement de plusieurs milliards, entre 2 et 3 milliards à Binance et qu'il fallait chercher de ce côté-là pourquoi Bankman a donc versé alors il semble que ce soit 2,1 milliards de dollars à Binance il y a 1 an et demi. Et que ce serait là l'événement déclencheur, et c'est là qu'en fait que la faute est à rechercher, et que c'est donc CZ qui est le coupable, figurez-vous, selon Kevin O'Leary. Alors, petite historique pour comprendre à quoi riment ces 2,1 milliards de dollars. En fait, ce qu'on apprend, c'est que Binance a été parmi les premiers investisseurs dans FTX lors de leur premier tour de table pour lever leur premier fonds. Et bien sûr, lors de ces tours de table, alors la question pourrait se poser, pourquoi Binance a eu besoin d'investir dans FTX? Ça, c'est une question malheureusement à laquelle je ne peux pas répondre. Et peut-être là, c'est une erreur de CZ de l'avoir fait à l'époque. Mais là, on parle des débuts de FTX, en 2019. Donc, Binance s'est retrouvé dans le capital de FTX à hauteur de 20%. 20% du capital qui lui a coûté moins de 500 millions de dollars, c'est quasi certain. La somme exacte, je ne l'ai pas, mais ça doit tourner entre 300 et 400 millions de dollars. FTX se retrouve donc avec 20%. Il semblerait qu'à la suite de ça, à chaque fois qu'FTX essayait d'obtenir des licences dans divers pays ou dans diverses juridictions pour, je dirais, augmenter leur business, il semblerait, c'est la version officielle livrée par Sam Bankman, que Binance leur mettait des bâtons dans les roues. Alors, vous voyez, comprenez le tableau, vous avez Binance, actionnaire à 20% de FTX, concurrent majeur de FTX, tentant de mettre des bâtons dans les roues de leurs concurrents majeurs, c'est-à-dire de FTX, à chaque fois que c'était possible. Et donc, Sam Bankman a déterminé que finalement, il fallait qu'ils se séparent de Binance parce que Binance les empêchait d'évoluer au rythme qu'ils souhaitaient. Alors moi, je dis, pourquoi pas, cette version, je dis pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il est possible que Binance, évidemment, ait joué de sa position pour pouvoir, quand il le pouvait, je dirais, empêcher une croissance trop forte de FTX, probablement dans certaines juridictions où Binance y aurait des intérêts. Ça, c'est pas impossible du tout. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, donc, Sam Bankman a décidé de racheter les 20%
d'equity que Binance possédait chez FTX. Et c'est ça, le versement de 2,1 milliards, ce qui prouve d'abord qu'il a racheté ses parts finalement à un prix fort et que donc CZ a fait une énorme plus-value. Mais si vous voulez, là, on est sur un schéma finalement qui est un schéma assez classique de capital risqueur. Hein. Quelqu'un met de l'argent dans une société et lorsqu'il sort, c'est évidemment pour faire une culbute parce qu'il a pris beaucoup de risques en participant aux premières levées de fonds. Donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Vouloir chercher la petite bête chez CZ parce qu'il a reçu ces 2,1 milliards, c'est un peu tiré par les cheveux, selon moi, de la part de Kevin O'Leary, qui d'ailleurs est un filou pur et simple, hein, le Kevin O'Leary. Hein. Ça, je crois que c'est écrit sur sa tête, il n'y a même pas photo. Hein. Le gars touchait 15 millions de dollars par an de FTX, venez vous expliquer à la télévision partout que c'était l'endroit le plus safe, et maintenant ose se plaindre parce qu'il a perdu 10 millions. Enfin bref. Donc, les 2,1 milliards ont été touchés par CZ, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces 2,1 milliards, pour payer 2,1 milliards, Bankman et FTX donc, ont payé avec plein de tokens différents, dont un gros paquet de FTT. Alors voilà, là vous avez l'explication comment Binance se retrouvait à la tête d'un gros paquet de FTT. Et finalement, quand il y a un mois, ou un mois et demi maintenant, CZ a tweeté je vais me séparer des tokens FTT parce que je n'ai pas confiance dans leur comptabilité. Oui, évidemment, c'est un tweet qui a évidemment fait bouger énormément de personnes. Mais en fait, finalement, si vous y regardez de plus près, c'est plutôt un tweet qui a été profitable pour la communauté parce qu'il a permis aux gens, puisque ce tweet, en fait, a précédé de quelques jours, 4, 5 ou 6 jours, la faillite de FTX, c'est-à-dire la fin des retraits. Donc il y a eu une fenêtre qui a été ouverte pour beaucoup de personnes de pouvoir retirer leur argent de FTX. Vous savez, il aurait été beaucoup plus simple pour CZ de ne rien dire à personne et de faire de retirer et de vendre ces jetons FTT en OTC, c'est-à-dire over the counter, sans en parler à personne. Et à mon avis, il s'en serait bien mieux tiré, parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune idée du nombre de FTT qu'il a réussi à vendre. Ça se trouve, il en a encore plein les bras et qui valent plus rien du tout. Donc, voilà pour l'histoire. Maintenant, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'on est face à quelque chose qui est encore assez extraordinaire, c'est de voir débarquer ce Kevin O'Leary qui vient vous expliquer que tout est à mettre sur le dos de Binance. Et que ce que je lis entre les lignes, c'est une espèce d'accointance maintenant entre Kevin O'Leary et les régulateurs US. Et vous savez ce que je pense, c'est que les régulateurs US veulent la peau de Binance. Donc c'est clair qu'ils veulent la peau de Binance. Binance a maintenant à peu près 75% des activités crypto sont sur Binance, c'est-à-dire que Binance a maintenant une position ultra dominante sur tous les exchanges crypto. Et ça ne plaît pas du tout aux régulateurs US qui, comme vous le savez, sont des gens qui veulent avoir le contrôle sur tout et que tout soit aux États-Unis à portée de main. Là, ils sont absolument dégoûtés de voir que la plus grosse réussite crypto, c'est quelque chose qui leur échappe totalement et qui a été fait par un Chinois qui l'a créé ailleurs qu'aux États-Unis et qui maintenant est complètement en dehors de leur griffe. Donc, je pense que c'est une guerre qui est déclarée entre les régulateurs US et Binance. Maintenant, qui va la gagner? Là, gros point d'interrogation. Évidemment, de manière réalistiquement, on se doute que Binance, c'est quand même un peu comme David contre Goliath. Hein, donc, Binance face à la machine infernale des régulateurs adossés à leur copinage avec la Fed, etc. Vous savez, ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent sur les marchés. Donc, qu'ils aient la peau de Binance, c'est quand même fort possible. Je dirais qu'il y a un deuxième argument pour ça, c'est que Binance, vous savez, c'est une plateforme évidemment qui fait son beurre sur les milliers de transactions crypto. Or, les cryptos, si vous voulez, contrairement au Bitcoin, les cryptos, vous savez, sont pour moi à 99% vont partir au tapis. Et je pense qu'on va avoir probablement dans les mois, les années qui viennent, une plus grande adoption du Bitcoin avec beaucoup plus de méfiance sur un gros paquet des cryptos. Alors je ne dis pas que toutes les cryptos vont disparaître, mais en plus, avec le sujet des cryptos qui sont des commodities ou bien des securities, et là je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai fait très récemment sur ce sujet, très important sujet d'ailleurs, il y a aujourd'hui fort à parier que nous allons connaître encore des mois très compliqués pour les cryptos. Alors, avec ces combinaisons de facteurs, Binance n'est pas dans les meilleures positions à mon avis. En revanche, je suis et je souhaite grandement que Binance sorte vainqueur de ce combat
car ce serait pour Binance, alors si c'était le cas, et on ne le saura pas tout de suite, hein, ça va durer quelques semaines, voire quelques mois, hein, avant qu'on soit certain que Binance est vraiment tiré d'affaire. Ce serait extraordinaire parce qu'évidemment, David, d'abord, aurait gagné contre Goliath, ce qui est toujours plutôt sympa. Et puis surtout, ça clouerait un peu le bec aux régulateurs US et ça mettrait Binance dans une très bonne position pour la suite. Et puis finalement, ça viendrait couronner, je dirais, d'une certaine façon, toute l'attitude de CZ depuis maintenant longtemps, qui est un personnage qui, je crois, je l'avais déjà dit, c'est quelqu'un à qui j'ai plutôt envie d'accorder ma confiance, même si je me doute qu'il fait du business comme tous les autres et que la tentation est certainement très grande lorsqu'on gère une plateforme comme celle-là de probablement utiliser, si vous voulez leur faire un peu les magouilles que font tous les autres, hein, d'utiliser ces BNB qui sont les tokens natifs de Binance pour peut-être faire du leverage, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et dont j'ai absolument aucune idée aujourd'hui de la façon dont tout ça va se développer. En revanche, je serais ravi de voir CZ d'abord être quelqu'un de plus droit que les autres et donc au final ne pas couler avec tous ces autres exchanges qui, comme on l'a vu, ne sont pas, non pas, je dirais, comme première valeur l'honnêteté et je dirais une attitude équitable par rapport à leurs clients. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je dirais que ça conclut parfaitement l'année, ce que je vous disais en introduction. Pourquoi? Parce que toute cette affaire met en lumière un niveau de corruption qui, encore une fois, je vous le dis, même moi me laisse perplexe. Je ne l'imaginais pas aussi énorme, bien qu'aujourd'hui je me fasse très très peu d'illusions sur le monde dans lequel on vit, mais malgré tout, je crois qu'on peut résumer ça avec une phrase, c'est la corruption au-delà de toute imagination. C'est vraiment ce à quoi on assiste, et je pense que l'année 2023 va être une année absolument incroyable de ce point de vue-là, et c'est, à mon avis, l'année de tous les dangers. Voilà, je vous souhaite néanmoins de très bonnes fêtes ce soir, un joyeux réveillon, et puis on se retrouve évidemment l'année prochaine. Et dans les prochains jours, je vous laisserai une vidéo très sympathique avec des très belles images de l'île Maurice, histoire de bien commencer l'année 2023. À très bientôt.